RCF. 18-19, l'invité. Nous sommes toujours en compagnie ce soir de Charles Eddrich à l'occasion de la sortie demain de son tout premier livre qui s'intitule Sur tous les terrains du monde, une autobiographie c'est le récit de vos exploits, de tous les défis que vous avez relevés depuis 2003, un livre qui paraît aux éditions du Trésor. Vous revenez tout juste d'un Tour de France à la rame, dernier défi en date. Vous êtes un peu partout dans le monde. Rappelez-nous comment s'est passé ce dernier défi. Est-ce que c'était un défi difficile à relever ? Alors, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai jamais trouvé une meilleure définition pour définir ma passion que sportif aventurier. Parce que dans ce que je fais, il y a des très grandes aventures. L'Everest, le passage nord-ouest, je suis soulevé par une baleine, attaqué par des ours blancs. Donc il y a des dangers considérables, il y a beaucoup d'imprévus. Et puis, de l'autre côté, de temps en temps, je participe à des compétitions outdoor, ça me passionne, mais il n'y a pas de caractère de très grande aventure comme les Ironman, les ultra-trails. Là, on est un peu sur ce Tour de France à mi-chemin. J'ai passé 5 mois de vie à bord de mon tout petit bateau, mais aussi il y a une dimension physique qui existe. Il n'y a pas de danger, peu de danger, mais la dimension physique, elle est là. On a parlé tout à l'heure. C'était pas non plus une croisière. Ah non, la Marne, remonter la Marne en pleine crue, très compliqué. Un peu compliqué. Ouais. Et les gens devaient trouver ça incroyable de voir en pleine crue un homme tout seul sur son bateau. Alors maintenant, il y a des astuces. Les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fabrique celui-là ? Il y a des astuces parce que souvent, même s'il y a beaucoup de courant sur une rivière ou sur un fleuve, si on longe les bords, il y en a beaucoup moins. De temps en temps même, il peut y avoir des contre-courants. Et puis après, chaque fois qu'il y a un virage, parce que sur les rivières et les fleuves, il y a tout le temps pas mal de mouvements, de virages. Si on fait l'intérieur, il y a moins de courant. Donc on arrive souvent à s'en sortir. Et puis il y a l'Atlantique aussi. Par exemple, j'ai chaviré, j'ai perdu mon bateau au large de l'île d'Oléron. Je suis arrivé à le récupérer, mais je me suis amusé à vouloir surfer des vagues et j'ai enfourné avec le bateau et j'ai été éjecté du bord. Et vous n'abandonnez jamais ? Même dans les cas les plus désespérés, le Vendée Globe, c'était compliqué. Avant ça, une autre course où vous avez dû plonger dans de l'eau glacée pour essayer de récupérer votre voile, votre mât. Des choses extraordinaires. Disons, ça m'arrive quand même. Hein. Pour l'instant, il y a une expédition. J'ai eu une chance insolente, on peut le dire. Mais il y a quand même une expédition où je ne suis pas allé au bout. J'étais parti pour battre un record de vitesse sur le pôle sud en kite-ski et je suis tombé malade. Mais ça fait partie du jeu. Hein. Et vous allez le refaire du coup ? Ah bah bien sûr, bien sûr. Vous passez à autre chose ? Non. J'ai dans les 42 projets à venir, il y a celui-là. Mais si vous voulez, quand on part sur des choses très compliquées, on sait que les difficultés, on va en avoir. Et il faut absolument tout faire pour les surmonter. Maintenant, de temps en temps, forcément, on peut tomber sur un mur. Et comment vous vous préparez avant de relever un défi ? Physiquement, il faut bien se préparer, il faut avoir le bon matériel. Vous vous préparez assez peu, je crois. Voilà, alors, un secret... Ce qui surprend beaucoup de monde. Voilà, un secret, c'est de se préparer le moins possible. Bon, alors après... Ça s'improvise pas en même temps, un tour du monde... Alors ça dépend, parce que si... Par exemple, je pense que je peux faire une médaille au championnat du monde d'Ironman à Hawaï, en catégorie. Bon là, ce que je viens de dire, évidemment, ça s'applique absolument pas. Là, il faut se préparer, il n'y a pas de secret, il y a des plans d'entraînement. Bon. Par contre, sur des grandes aventures, il vaut mieux partir un peu sous-entraîné que trop affûté. Alors pourquoi ? Parce que dans la durée, si on s'entraîne quotidiennement, on s'use, et puis peut-être encore plus important, il faut jamais oublier que l'envie est un élément sur ce genre de choses absolument essentiel. Il ne faut pas être trop lassé, voilà. C'est comme ceux qui s'entraînent pour le marathon, il ne faut pas courir des marathons toutes les semaines. Il faut faire par petits 10 km, mais pas 40 km d'un coup. Voilà. C'est rare. Exactement. Alors par exemple à la rame, je rame jamais avant de partir sur une expédition. En plus, c'est des expéditions qui sont tellement longues que j'ai le temps de m'échauffer. Ouais. Qu'est-ce qui est dans tous vos défis, dans toutes vos aventures, laquelle peut-être vous a le plus marqué ?
C'est difficile, j'imagine. Alors non, je vais répondre. Après, disons toutes et aucune. C'est-à-dire quand je présente mon livre, où je présente un film qui reprend toutes mes expéditions, j'ai l'impression de rêver. Parce que j'avais mis la barre, quand je démarre sur ma passion d'aujourd'hui, très haute, mais je suis allé au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Et donc c'est la globalité, c'est l'ensemble des choses variées et diverses que j'ai pu faire, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que la chance, il faut savoir que la chance fait partie de la vie en général, et de ce genre d'activité en particulier. Et donc j'ai l'impression de rêver, d'avoir réussi à enchaîner un nombre d'expéditions, d'aventures variées et diverses, avec quasiment toujours le succès au bout. Mais quand on est, par exemple, tout seul, en plein milieu du désert d'Atacama, à quoi on pense? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui fait avancer? Alors, vous êtes à la recherche de quoi, en fait? Alors oui, moi je peux parler pour moi, parce que chacun trouve des motivations différentes. Enfin, trouve, ça voudrait dire qu'il faut les chercher. Moi, je n'ai pas à les chercher, elles sont naturelles. Alors, dans mon cas, ma motivation numéro 1, alors c'est pas très poétique ce que je vais vous dire, c'est le résultat. C'est-à-dire pour moi... C'est le challenge, vraiment. Pour moi, si vous voulez, je pars avec sur une expédition, sur une aventure, comme je pars sur un match de tennis ou une partie de pétanque. C'est-à-dire, il n'y a pas deux alternatives, il n'y a pas trois alternatives possibles, il y en a deux. Je vais au bout, je réussis, c'est gagné, et c'est un bonheur, c'est un plaisir extraordinaire. Et quelle que soit la raison, si l'aventure se termine, comme ça a été le cas par exemple sur le pôle Sud, sans succès, c'est la déception. Donc on va dire l'objectif de l'aventure elle-même suffit à mon bonheur et suffit suffit à mobiliser toute mon énergie dans l'effort et dans les obstacles que je vais rencontrer. Mais vous cherchez aussi à tester vos limites, à aller jusqu'au bout de vous-même, à voir jusqu'où vous pouvez aller sur en ce permanence. Que je fais, on est en permanence. En permanence. On est en permanence. Si vous voulez, si on veut être performant, on est... Y compris à vous rendre malade, puisque on est constamment... vous êtes revenu très affaibli du Vendée Globe, par exemple. Je suis arrivé à attraper le scorbut, ce qui est très rare. Mais... C'est la maladie des pirates, des marins. Voilà, alors si on prend, par exemple, on peut illustrer ça par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, si on cherche la performance, on est constamment à essayer de tutoyer les limites, aussi bien sur le plan physique, sur le plan, on va dire, motivation, sur le plan ne pas dormir, sur le plan alimentation. Alors pendant très longtemps, je suis toujours parti avec l'idée qu'on pouvait, en expédition, manger absolument n'importe quoi. Pas du tout. Si, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Si on part en forme, on peut manger absolument n'importe quoi, 40-45 jours. Après, risque de carence. Et moi, j'ai poussé le bouchon sur une expédition jusqu'à 122 jours. Je mangeais que des pâtes, de l'huile et du miel. Et vous êtes revenu dans résultat, j'étais dans un état catastrophique. Il y a des belles rencontres aussi, j'imagine, durant tous ces défis, ces exploits que vous relevez, des rencontres avec des peuples, les Inuits par exemple, ou d'autres. Les rencontres extraordinaires. Et après, le moyen de locomotion, la rame par exemple, permet des rencontres fabuleuses. Parce que la rame, ça véhicule... On croise pas grand monde quand même au milieu de l'Atlantique, non? Sur le passage nord-ouest, quand je relie le Pacifique à l'Atlantique, très peu de monde, mais quand même sur les 6000 km, 10 escales, 10 petits villages esquimaux. Qui vous accueillent à chaque fois J'ai hiverné, mon bateau a hiverné 2 fois chez les Esquimaux. Et en plus, c'est un peuple chaleureux, extrêmement accueillant. Ils savent pas qui vous êtes, ce que vous faites, tout de suite vous êtes accueillis chez eux, vous avez de quoi manger, de quoi boire, et la relation est immédiatement extrêmement sympathique. Des couacs aussi, il y a certains équipiers avec qui ça s'est pas toujours bien passé, et que même un que vous avez débarqué sur un îlot parce que ça allait pas le faire. Oui, alors effectivement, non, mais ça c'est la vie en général. Si vous, surtout, plus vous partez. Parce que beaucoup estiment que vous prenez trop de risques, encore une fois, parfois. Oui, dans le Cap, oui. Donc, mais le risque,
Souvent, on me dit, vous avez un côté un peu tête brûlée. Mais je dis, mais en aucun cas. Parce que si on a un côté tête brûlée sur des activités où le danger est très présent, ça ne dure pas longtemps. Par contre, le risque fait partie des expéditions. Donc pour moi, c'est une contrainte. Par exemple, sur ce Tour de France à la rame, le risque était évidemment beaucoup moins important que sur le désert de l'Atacama ou que d'être à la rame attaqué par des ours blancs. Donc j'étais très content. Mais le risque, il faut le mesurer et puis tout faire pour essayer de le diminuer au maximum. Charles Eddrich, avant de vous quitter, un mot sur votre prochain défi et tous ceux qui vous attendent jusqu'à vos 100 ans 2058, voilà. Vous êtes donné jusque-là. Non, alors bon, je ne sais pas que je veuille être cachotier, mais le prochain, je vais le décider dans 15 jours. Parce que ça dépend, j'ai 3 ou 4 possibilités, mais ça dépend des partenaires. Par contre, je peux vous donner le 42e. Oui, celui-là, il est pour arrêté. vos 100 ans, vous savez déjà ce que vous allez faire. Le 3 mars 2058, je vais m'attaquer au fabuleux record de Robert Marchand, qui détient le record de l'heure à vélo des plus de 100 ans. Et qui a fait combien de kilomètres ? 27 kilomètres, voilà. Extraordinaire. Votre 42e défi, ce sera ? Voilà. Parce que quand on aime, moi je suis passionné de compétition, et quand on aime la compétition, je trouve merveilleux d'être dans la compétition en fonction de son âge, de ses prédispositions, du temps qu'on passe à s'entraîner, etc. Eh bien, merci beaucoup, Charles Eddrich. C'était un plaisir, merci beaucoup. Et je rappelle que votre livre sur tous les terrains du monde sort demain aux éditions du Trésor.